Bonsoir et bienvenue sur Planet Wargame pour un nouvel épisode de l'Or du Lore, un nouvel épisode du calendrier de l'Avent Noël 2023, avec cette fois-ci ce petit thème particulier qui est que l'on passe en revue des thèmes d'armées de rêve pour réenchanter Warhammer, ce dont je me servirai un petit peu comme boîte à outils peut-être pour plus tard, pour aller piocher moi-même des idées, ne pas oublier mes rêves du passé, et un jour me donner une chance de les concrétiser avec ces listes d'armées là, toutes plus alléchantes les unes que les autres, en tout cas à mes yeux. Cependant, j'ai pu voir quand même, d'après vos commentaires, que certains avaient d'ores et déjà décidé d'embrasser et de faire les idées exposées dans ces vidéos, les thèmes de liste en tout cas, et ça me fait on ne peut plus plaisir. J'attends les photos maintenant les gars, j'attends les photos, hein, en courant en 2024, tranquillement, au fil de l'eau, hein, rien d'urgent. Mais le fait que, voilà, certains aient envie de donner vie finalement à ces idées me fait vraiment plaisir. Ma mission est en quelque sorte accomplie, on pourrait dire, finalement, déjà. J'avais dit que si un seul le faisait, je m'arrêtais là. Mais ça va pas m'empêcher de continuer quand même, jusqu'à Noël. Bah oui, ouais, on y va, je vous laisse découvrir la case du jour. Les Chevaliers Impériaux. Les Chevaliers Impériaux, ça va être notre thème du jour, ou pas tout à fait, en vérité d'ailleurs, parce que ce sera pas franchement les stars de notre liste, hein, ne nous mentons pas. Non, pour une fois, voilà. On va plutôt s'atteler à donner vie à la vision suivante, celle suggérée par ces illustrations qui sont au nombre de 2 dans leur catégorie, il n'y en a pas non plus 50, hein, mais qui sont ô combien glorieuses et suffisent juste à elles deux à donner une folle envie en fait de réaliser ce projet. Le projet est tout simplement de représenter ce qu'on voit ici, quoi. C'est-à-dire qu'au pied de nos chevaliers impériaux, engagés dans le sillon de notre lance, on trouve tout un aréopage de personnages hauts en couleurs, divers et variés, aux fonctions éclectiques, qui semant des pétales de rose sur le sentier du chevalier partant en guerre, qui brandissant bien haut ses oriflammes, qui faisant osciller ses encensoirs ou arborant fièrement les reliques de la maison de chevalier. Bon, on a une deuxième. Alors, je vous refais un petit slide quand même, parce que elle est chargée celle-ci, ça serait dommage de passer trop vite dessus, quoi. Ouais. Alors finalement, qui sont-ils ces gens-là? Ce serait difficile de mettre un mot précis dessus, car le lore ne donne pas de réponse extrêmement précise pour qui aime bien nommer, catégoriser, segmenter, compartimenter. Reste qu'on pourrait évoquer les sacristains, mais les sacristains vont uniquement s'occuper de la partie technique en fait vis-à-vis des chevaliers, c'est-à-dire que il s'agira en vérité d'une forme de déviation de ce qui pourrait correspondre à des technoprêtres au sein de l'Adeptus Mechanicus. Ils auront d'ailleurs originellement souvent été formés par eux à la base, formés par les technoprêtres de l'Adeptus Mechanicus, mais formés par eux, oui, mais déformés aussi et surtout par des millénaires de traditions, parfois remontant jusqu'à l'hérésie de Russe, et même bien avant en réalité pour les chevaliers, où au sein de leur maison noble, on va avoir ces propres visions ésotériques de la technologie révérée qui est celle qui met en branle ces machines divines que sont les chevaliers. On va avoir ses propres traditions, propres rituels. On va avoir ses propres coutumes, costumes cérémoniels, etc., etc., sa propre liturgie mécanique. Voilà. Mais il s'agit toujours de la même chose. Les sacristains, tels qu'ils sont nommés officiellement dans le lore, vont être cependant Mechanicus au sein des maisons nobles. Voilà, c'est ça. Mais il s'agit toujours d'appliquer, de réciter les bons cantiques avant de démarrer un moteur, d'appliquer les bonnes onctions au bon piston, enfin, c'est toujours la fonction qu'on retrouve. Cependant, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça au pied de nos chevaliers là, il n'y a pas que des équivalents de technoprêtres plus locaux, correspondant à leur monde féodal. Il n'y a pas que ça, il y a toute une ribambelle de personnages divers et variés, et c'est ça qui va nous intéresser pour le thème du jour. Deuxième illustration, disais-je, celle-ci, beaucoup plus connue, mais non moins glorieuse. J'attire votre attention là sur plusieurs choses. D'abord au premier plan, un genre de garde d'honneur là au sein de la maison noble. Après tout, les chevaliers ne sont pas toujours d'ailleurs au sein de leur colossale machine, donc quand ils sont dans leur château, faut bien que ces châteaux soient gardés par d'autres. Donc pourquoi pas, c'est intéressant. Derrière, là, les silhouettes encapuchonnées qui brandissent les étendards
de la maison. Et là, le petit plan pin-up, bas en haut, voilà, au ralenti, gentiment, pour découvrir cette beauté, putain, magnifique, quoi. Magnifique. La quantité de chérubins, voilà, on les compte plus, quoi, par douzaines. Magnifique, c'est sublime, c'est sublime. Et donc, c'est ce à quoi on va tâcher d'essayer de donner vie, tant au niveau modélisme que par les règles, si on décide de mener ce projet à bien. Fort heureusement, vous allez voir que niveau règles, on est plutôt aidé par l'édition et la mouture actuelle des index, voilà, et que ça devrait durer comme ça, les règles d'alliance, car c'est ce à quoi on va avoir recours pour représenter ça. On va faire une petite alliance dans notre liste chevalier impérial avec les agents de l'impérium, pardon, et on va pouvoir s'en donner à cœur joie sur la base de cette liste-là. Voilà, tout simplement. Niveau modélisme, c'est ce qu'on va commencer par explorer. Honnêtement, les possibilités sont multiples. Tant et si bien d'ailleurs que c'est en vérité impossible de les représenter dignement sans réellement réaliser le projet. Mais je vous ai quand même mis un petit frichti là, voilà, je vous ai préparé un petit truc avec pêle-mêle, des figurines officielles, des conversions que j'ai trouvées sur les internets et qui me plaisent bien. Voilà, j'ai vidé un petit peu mon dossier inspiration là gentiment sur une seule page pour représenter ça, ou en tout cas en donner une vision potentielle ou indiquer les sources intéressantes. Alors tantôt des figurines issues de Blackstone Fortress, tantôt des figurines issues du kit agent de l'Inquisition sorti il n'y a pas longtemps à travers Kill Team et disponible pour Warhammer 40 000. Et puis des conversions comme ça dont je ne suis pas l'auteur. Mais bon, on va aller piocher dans toutes ces gammes-là, et plus encore en fait suivant la manière dont on veut le représenter, car ça doit vraiment être personnel et vous appartenir fondamentalement. C'est la nature du projet qui veut ça. Mais le kit d'agent de l'Inquisition va clairement être utile pour nous. Ça va être une boîte à pièces détachées très intéressante pour nos conversions, ou carrément pour inclure des figurines pleines et entières telles quelles dans notre suite inquisitoriale, enfin notre kuntaz de suite inquisitoriale qui agira comme une procession au pied de nos chevaliers. On veillera évidemment, même s'il y a des figurines qui telles quelles sont superbes, comme par exemple le mystique, à substituer ça et là les symboles qui vont bien, de sorte que ce ne soit pas l'identité Inquisition qui rejaillisse avant tout, mais bien celle de notre maison de chevalier. Donc on vire ça, le symbole inquisitorial, ça n'a rien à faire là. On ne veut pas faire une suite inquisitoriale, ça ne nous intéresse pas. On va utiliser la suite inquisitoriale, ou plutôt sa fiche technique, pour représenter notre procession, ce qui est différent. Et du coup, pourquoi pas glisser un autre truc beaucoup plus thématique, là, en haut du bâton. On peut s'en donner à cœur joie. Pourquoi pas un petit chevalier Adeptus Mechanicus? Je sais pas si ça tient en termes d'échelle, si c'est cohérent. Ce sera peut-être un peu lourd pour notre bon mystique de mettre un chevalier issu d'Adeptus Mechanicus en guise de relique, là, en haut du bâton. Enfin, une petite statue, représentation. Pas en doré, en marbre, ça pourrait être marrant. Sinon, tout simplement un masque, là, la pièce de masque amovible d'un chevalier. On en a plein en rab, ça, quand on fait des chevaliers. Ça peut être intéressant, le masque vraiment, la plaque de blindage, on va dire, correspondant à la tête du chevalier, d'un chevalier révéré de votre maison. On va pouvoir aller piocher là-dedans. Chaque agent inquisitorial présent dans ce kit a 2 versions d'assemblage, donc on pourra se faire plaisir, bien sûr. Ça augmente d'autant plus la précieuse boîte à bits dont on va se servir pour nos conversions plus tard. L'auto-savant, les serviteurs, tout ça, c'est intéressant. Derrière, alors un petit point sur les fiches techniques. Même si ça concerne la partie jeu davantage, on va essentiellement s'intéresser à la fiche technique d'inquisiteur et de suite inquisitoriale. J'estime que c'est les plus intéressantes. Mais vous verrez que suivant l'inspiration, vous pourrez être tenté d'en prendre d'autres. Il n'y en a pas 50 non plus, mais on a la fiche technique de l'Imperial Navy, qui est présente dans la liste agents de l'Imperium. On a la fiche technique des arbitrators, des trucs comme ça, et des assassins impériaux évidemment, mais là on s'éloigne carrément du thème. À tout prendre, les autres sont peut-être utiles si vous voulez représenter une troupe plus homogène, un truc avec bouclier ou que sais-je.
qui ferait sens, on va dire. Mais pour l'essentiel, si on tient à l'aspect un peu hétéroclite de notre foule là qui s'amasse au pied des chevaliers, la fiche technique de Suite inquisitoriale sera sûrement la plus intéressante. Il y a le cas particulier de ce bon vieux Fyodor Karamazov là, qui va nous intéresser quand même, parce que ça reste un personnage qu'on peut prendre comme allié, mais ce qui va nous intéresser, nous, c'est juste sa fiche technique, dépouillée de son apparence, et on va pouvoir s'en servir pour faire une pièce maîtresse, si l'on a envie, au sein de notre procession. Ça pourra être un reliquaire autoporté, sur chenille ou sur pied, ça pourrait être un truc porté un ordre, on va dire, de genre de moine au sein de notre maison de chevalier. Ça pourrait être n'importe quoi, du moment qu'on a moyen d'y glisser vaguement ce qui peut s'apparenter à un multifuseur, ou en tout cas une arme de tir redoutable à courte portée. Mais pour le reste, les règles vont pas être en contradiction avec ça, parce que on est sur des règles spéciales qui vont prodiguer un bonus de 1 au point de commandement, au test de commandement de nos unités à 6 pouces, et un malus de 1 au test de commandement des unités ennemies à 6 pouces, et il peut forcer à faire un test de commandement pour une unité adverse lors de sa phase de tir, qui est à 12 pouces, si bien que ça représente assez bien le côté éventuellement qui peut être lié à notre relique et l'effet sur le moral, tant sur les alliés que sur les adversaires. Donc on ne se privera pas d'utiliser éventuellement sa fiche technique, ça suggère évidemment d'autant plus de possibilités de conversion, de kuntas, etc. Là je me suis permis d'isoler les 4 sœurs que l'on voit sur le triomphe de Sainte-Catherine, parce que les 4, en fait, ça recouvre à peu près les 4 activités que l'on voit principalement pratiquer sur notre procession de l'illustration du début, à savoir répandre des pétales de rose, arborer des étendards, tenir fermement des bras zéro et balancer son encensoir là sur le champ de bataille. Donc voilà, ça fait tout en un seul kit, c'est multifonction, pourquoi pas. Si on a la chance de pouvoir mettre la main dessus et utiliser savamment toutes ces pièces, ça peut être intéressant, même si... En fait, il n'y aura pas trop de gâchis si on cherche à utiliser ça, parce que les chérubins sont parmi c'est même les plus beaux jamais sortis par Games, on ne se privera pas de les utiliser. J'avais dit plutôt qu'on pouvait utiliser Karamazov, le petit triomphe de Sainte-Catherine derrière, avec le gisant, là, avec notre cadavre dessus. Ça peut être intéressant pour représenter ça. Bon, pourquoi pas. La gamme Cité de Sigmar, ça va aussi être une boîte à outils qui peut s'avérer fort utile. Là, c'est les troupes régulières, donc c'est un petit peu régulier, forcément. Mais n'empêche, on notera la bannière, ce genre de truc. Derrière, comment elle s'appelle, Pontifex Zenestra. Il y a quelque chose à faire encore avec notre bon vieux Karamazov, là. Entre l'affiche de l'un, la figurine de l'autre, j'ai envie de dire, marions-les, quoi. Il y a quelque chose à faire avec les deux. Pourquoi pas. On pourrait penser au reliquaire du Graal, des Bretoniens, même si c'est une figurine un peu plus délicate à guérir actuellement. Mais ça pourrait être très intéressant. Là, pareil, on a toute une ribambelle de personnages des cités de Sigmar qui peuvent être pertinents à inclure dans notre petite suite. Là, j'ai un petit faible, moi, pour la mascotte en haut, là, gentiment. Là, je ne sais plus comment ils appellent ça dans les cités de Sigmar, mais le fait que ce truc ait la gueule qui figure sur les héraldiques, mais physiquement, en fait. Ça n'a aucun sens. C'est pas dessiné en chien. Il ressemble vraiment à ça, mon gars. Ah merde, ah oui, c'est vrai. Ça peut être sympa. Il y a une idée à détourner éventuellement et à prendre pour notre petite procession. Les figurines de rédemptionnistes, de même que les Kodor pour Necromunda, pourront nous servir. Faut pas oublier que si on change juste la tête et qu'on change la couleur principale, on passe sur des figurines méconnaissables. On transforme une figurine par un changement de tête et un changement de couleur principale. L'œil la lit complètement différemment et ça fonctionne très bien. Donc c'est des conversions simples. On n'oubliera pas éventuellement d'aller faire son petit marché, prendre son petit panier, aller voir sur l'étalage ce que propose notre ami le bon monsieur Blackmo, car il a pas mal exploré le thème et fait des sculptures en fait pour ce genre de choses, c'est-à-dire l'acolyte de l'Inquisition, les petites mains de l'Imperium, voilà, l'administratif, du machin, bon, du moins administratif aussi, avec un prêtre là fanatisé, mais très intéressant.
L'éviscérator fait d'ailleurs partie des options que l'on peut ajouter à un acolyte. Donc voilà. Donc ce genre de petits scribes, etc., ça pourra nous intéresser, bien sûr. Il fait également un possédé, que je trouve excellent, parce que le possédé, là, vraiment, côté Monsieur Blackmo, pour le coup, il y a plusieurs choix, en fait, d'assemblage. Hein. Soit on enlève là, la partie véhiculée en bas et on se contente juste du pilier, on peut planter le bâton, hein, Michel Blanc style, vraiment, juste dans le socle, ou alors il y a un petit système de corniche aussi dans le kit pour le mettre sur le long d'un mur ou d'un bâtiment ou sur un véhicule ou que sais-je, ou carrément la petite partie autoportée, là, vraiment, avec le véhicule et un serviteur intégré, ce qui est assez glorieux. Cependant, je ne sais pas si on aura envie, vraiment à proprement parler, d'inclure un possédé en tant que tel, un vrai possédé dans notre liste, parce que on pourra avoir le choix d'utiliser ces règles, ça peut être intéressant, ça pour varier un petit peu les plaisirs dans notre suite inquisitoriale, mais est-ce que c'est le plus thématiquement raccord d'avoir un véritable possédé ? Pas sûr. Franchement, ça a bien sa place dans la suite d'un inquisiteur radical et qui sait le contrôler, mais dans une procession sainte, a priori, au pied de nos chevaliers, je vais peut-être un petit peu déplacé d'adjoindre ce genre de truc qui est voilà, un petit peu... Enfin, quoique. Je dis ça, mais je réalise que ce qu'on cherche à enfoncer vraiment comme clou, c'est le thème médiéval d'un monde chevalier. Parce qu'ils sont entièrement régis en fait par cet ordre-là des maisons nobles, et c'est quelque chose, quoi. C'est un système encore qui repose sur le servage, la noblesse, etc. Donc c'est tout un ensemble en fait, hein, même en dehors du déploiement sur le champ de bataille avec les machines antiques et révérées que sont les chevaliers. Voilà, c'est un package complet, quoi. On go foutrement moyenâgeux, les gars, à longueur d'année, en fait, même quand ils combattent pas, les chevaliers, c'est comme ça, sur leur monde. Donc, à cet égard, j'aurais tendance à penser que dès qu'il y a un genre d'exorciste du ministérium, un petit prêtre de la paroisse locale, un ordre secret de moines versant dans la démonologie au sein de notre maison de chevalier, enfin n'importe quoi qui peut avoir accès aux connaissances permettant comment dirais-je, de circonscrire comme ça l'âme d'un démon au sein d'un espace limité, hein, plutôt une enveloppe charnelle, hein, du coup dont il devra prendre possession, mais après le démon est bloqué dedans, merde. Prisonnier de l'enveloppe charnelle qu'il aura habité. Dès lors qu'ils savent faire les rituels appropriés ou au moins un truc qui marche une fois sur 3, c'est bon, ils savent enfermer un démon du warp avec un cercle de sel, là, ou je sais pas quoi. C'est pas vraiment les états d'âme du sacrifice de gueux qu'il faudra faire pour le pauvre hôte, hein, de ce démon qui voit son corps être habité par un démon, ça fait des dégâts, c'est pas bon. Hein. C'est pas bon pour la santé mentale, ça. Donc là, c'est pas vraiment ce cas de figure qui leur posera problème, on va dire un cas de figure, un dilemme moral qui sera vite résolu, à mon avis. Vous trouvez un gueux acheté en pâture pour ce truc-là. Ouais, on en a plein. Bon, donc ils le feront volontiers, et après, ouais, je sais pas si sur ce monde médiéval, ils se priveraient du fun de pouvoir après permatroller un démon qui serait enfermé dans une enveloppe charnelle. À mon avis, il résisterait pas, au contraire, il se ferait plaisir. Donc peut-être que le possédé tel quel, il a sa place au sein de notre procession. Ce serait le seul un petit peu à faire la moue, hein, un petit peu voilà, qui serait un petit peu renfrogné au sein de la procession où tout le monde est joyeux, tandis que le chevalier marche en guerre. Voilà, le seul qui est obligé d'assister, complètement prostré ou prosterné, on ne sait pas comment on dit, depuis son enveloppe charnelle, en fait, hein, tout simplement prisonnière d'un corps de gueux. À la rigueur, ça peut faire sens. Sinon, on préférera évidemment le représenter sous la forme d'une icône sacrée antigrave, d'un autoreliquaire itinérant, d'une statue, ou une bannière ou n'importe quoi portée par un fidèle et à laquelle on prête un pouvoir phénoménal. Parce que la règle concrète du possédé, c'est filer une sauvegarde invulnérable 5+, à l'ensemble de l'unité. Donc il faut qu'il y ait ce côté aura, magique, etc. Et c'est de faire un regard dévastateur. C'est un regard qui va porter, je crois, à 18 pas, peut-être un peu plus. Mais en tout cas, force 9, PA-2, dégâts 2, 3, un truc comme ça.
Donc, regard laser quand même. Il faut que ce soit une relique. Après, vous choisissez si c'était une archéothèque en fait, ou une vraie relique magique. Ça peut être intéressant. Sachant que si c'est évidemment la première solution, ce sera perçu comme étant la seconde solution. Si c'est technologique, ce sera perçu comme magique sur votre monde féodal, mais ça peut être intéressant. Donc soit une statue avec des yeux laser, soit une arche, un truc, quand on l'ouvre, ça balance un putain de missile Tomahawk, enfin n'importe quoi. Mais il faut représenter ce tir, en tout cas, du possédé. Bon, pour tout le reste, franchement, je sais même pas trop quoi vous recommander, tellement la boîte à outils peut être vaste en vérité. Et combien elle se doit de correspondre à votre vision de la chose, votre projet personnel, quoi. On va parler un peu de jeu. Ça va peut-être vous inspirer ou vous faire prendre conscience des limites éventuellement de la liste. Là, c'est une liste typique, j'ai fait 2000 points. Bon. On a un chevalier vaillant, un chevalier galant, et puis 4 armigères, mais on a aussi et surtout, du coup, en plein centre, cette liste-là. Alors, le nombre de figurines ne correspond même pas, hein, parce que j'ai balancé un peu tout et rien là-dedans. Mais on va avoir 2 suites inquisitoriales de 16 membres chacune, plus 2 inquisiteurs. On est un peu obligé d'aller adjoindre l'inquisiteur au sein de notre suite inquisitoriale, parce que c'est lui qui active toutes les règles spéciales de la suite, et dont il serait dommage de ne pas bénéficier. Et puis j'ai envie de dire, est-ce que c'est si désagréable que ça? Parce que est-ce qu'on va vraiment devoir se forcer pour ajouter une petite pièce maîtresse, un petit truc surplombant un peu le reste de sa procession? Je ne pense pas. Par exemple, là, celle-ci, là, cette figure qu'on voit au premier plan, est-ce qu'on n'a pas envie de l'ajouter menant son escouade un petit peu comme un Quintas d'inquisiteur? Même si on en fait un genre de techno dame du lac bizarre à tête de mort. Mais on a envie, fondamentalement. Donc, 2 escouades de 16, disais-je, acolytes, avec un inquisiteur à chaque fois à leur tête. Voilà, typiquement. C'est ce qui va nous intéresser. Je vais vous faire le petit débrief au niveau des règles, en lisant vraiment la datasheet et ce que ça raconte. Vous allez voir que c'est parfois surprenant, parfois décevant, parfois au contraire plutôt réjouissant, mais il y a de quoi s'amuser en tout cas avec ça. Ça vaut en tout 430 points, hein, mes 2 suites et mes 2 inquisiteurs de base. C'est pas rien, faut le savoir, on pourrait quasiment remplacer ça par 3 armigères. Ouais, puisque c'est 150 points chacun. Donc ça vaut quasiment le prix de 3 armigères. On a peut-être envie de plus de mettre ça éventuellement dans une liste chevalier. Quoique, vous allez voir que peut-être quelques tours dans le sac à malice finalement de ces suites inquisitoriales qui seront pas inintéressants à exploiter dans une liste chevalier, qui créeront définitivement la surprise, tant visuelle qu'au niveau des règles, et qui peut-être même, qui sait, s'avéreront plutôt efficaces. On va voir ça je vais vous lire les règles. Alors on a droit à 2 unités de personnages et 2 unités dites de suite en tant qu'alliés, hein, dans une liste à 2000 points. C'est une unité de suite et une unité de personnage pour chaque tranche de 1000 points dans une armée, hein, c'est ça la logique. Et ça ressemble à quoi nos petits acolytes? Écoutez, c'est mouvement 6, endurance 3, sauvegarde 5+, 2 points de vie. Attention, c'est notable, hein, 2 points de vie chacun. Commandement 7+, et contrôle l'objectif 1 seulement, malheureusement. Mais bon, c'est assez populeux, donc on va pouvoir en jouer quand même. De base, ça va avoir on va avoir entre 4 et 10 acolytes. Derrière, ce ne sont que des options. On peut ajouter entre 0 et 2 servants d'armes, là, les serviteurs, un peu comme celui qu'on voit au centre, là, avec le bolter lourd. On peut ajouter entre 0 et 2 mystiques. On peut ajouter entre 0 et 1 Jokairo, et 0 et 1 possédés. Ok. Là-dessus, de base, on est sur des mecs, les acolytes, qui sont armés d'un pistolet d'acolyte. Enfin, même pas vraiment, en fait, une firearm, donc une arme d'acolyte, une arme à feu d'acolyte, qui est portée 12 pouces, un tir, 4+, pour toucher, force 4, PA-1, dégâts 1, pistolet. Et on va avoir une une arme de corps à corps d'acolyte, tout simplement. 3 attaques, quand même, au corps à corps. 4+, force 3, rien de spécial. Ok. Donc c'est un équipement, voilà, c'est équipé assez chichement quand même, hein, l'acolyte de base, mais bon, 2 PV, 3 attaques quand même, étonnamment. Et derrière,
On va pouvoir ajouter un pistolet à plasma au sein de notre escouade et un éviscérateur. Bon, jusque-là, ça pisse pas loin. Ça brille un peu plus par les personnages particuliers qu'on peut y ajouter. Bon, déjà, règle spéciale de tous les acolytes, tant qu'il y a un inquisiteur dans l'escouade, on soustrait un au jet de blessure contre eux. Donc ça les rend plus résistants. Ensuite, quand on ajoute des mystiques, eh bien, l'ennemi ne peut pas arriver des renforts avec une unité à 12 pas ou moins d'un mystique. Donc on peut en ajouter 2 dans notre escouade, on veillera à les mettre sur les côtés opposés de notre escouade, de sorte qu'on augmente la zone d'interdiction, finalement, ou tout autour de notre escouade à 24 pas en tout, c'est ça, ouais. Enfin, oui. On ne peut pas mettre de renfort, on va dire. 24 pas à partir du centre de l'escouade, si on veut. On va pouvoir ajouter le Jockey Hero qui va augmenter de 1 le résultat des jets pour blesser, ce qui augmente significativement la puissance offensive de l'escouade, quand même. On va avoir éventuellement un possédé qui va donner une sauvegarde invulnérable de 5+, à l'ensemble de l'unité. Derrière, l'inquisiteur qui est adjoint à cette escouade va permettre de viser l'escouade avec un stratagème, et à chaque fois sur 3+, on regagne notre point de commandement. Voilà. Et derrière, soit on fait de l'inquisiteur un psyker, auquel cas, eh bien, il aura un pouvoir psychique, un genre de lance-flamme, 2d6, torrent, force 3 PA-1, mais blessure dévastatrice. Bon. Et soit il aura une, comment dirais-je, il sera pas psyker, et auquel cas il donnera insensible à la douleur 5+, contre les blessures mortelles à l'ensemble de son unité, qui représente plutôt les runes et autres hexagrammes de protection là, contre les pouvoirs psychiques, plutôt que d'être un psyker. Ok. Donc dans l'ensemble, on est là, on peut utiliser notre truc et on récupère notre point de commandement sur nos stratagèmes, et on récupère des points de commandement sur 3+. On a ce gros blob bizarre de 16 figurines plus un inquisiteur dedans, qu'on peut avoir x2 dans notre liste. C'est quand même 32 points de vie, l'escouade, puisqu'ils ont 2 points de vie chacun. Et ça fait un peu tout et rien à la fois. C'est-à-dire qu'on a éventuellement le lance-flamme psychique 2d6 là, de notre inquisiteur, ouais, d'accord. On a pas mal de pistolets, mais bon, plutôt inoffensif a priori. Et on a quand même pas mal d'attaques au corps à corps, même si c'est essentiellement pour s'occuper du menu fretin en face. Mais attention, c'est quand même avec des bonus, offensifs et défensifs, au niveau des règles à chaque fois. On va avoir un petit regard là du possédé en option qui peut ne pas être négligeable. Ça raconte quoi cette histoire ? Regard impie, portée 18 pouces, un tir, mais tir soutenu D3, donc si on fait un 6 pour toucher, on ajoute D3 touche automatique. Force 9, PA-2, dégâts 3. Donc soit ça fait que dalle, la majorité du temps à mon avis, soit ça fait très mal, en vérité. Le truc va faire 9 blessures de manière éhontée. C'est n'importe quoi. Sachant que on a +1 pour blesser avec le Jockey Hero à côté, quoi. Bon, donc, il y a plein de petits trucs comme ça à exploiter, mais au final, elle n'a aucun degré vraiment de spécialité particulière, cette escouade. On va avoir un bolter lourd et éventuellement un lance-plasma ou un multifuseur avec les servants d'armes. On ne sait guère trop qu'en foutre finalement de cet ensemble-là, cette espèce de blob informe là, plein de règles singulières, mais qui la pousse dans une direction, puis qui finalement la repousse dans une autre. Ouais, mais déjà c'est à l'image de ce que c'est censé représenter d'un point de vue lore. Nous on va s'en emparer pour faire notre procession hétéroclite au pied de nos chevaliers, donc c'est un joyeux bordel, et c'est bien normal. Et puis, si nous on est décontenancés dans l'idée de la jouer, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'essaie de tirer profit du lance-flamme psychique de l'inquisiteur ? Est-ce que j'essaie de tirer profit de leur capacité au corps à corps ? Parce que mine de rien, 3 attaques chacun, l'inquisiteur avec une arme de force. Le possédé est pas dégueulasse du tout au corps à corps non plus. Ou je peux avoir un éviscérateur dans l'escouade éventuellement. Et en même temps, j'ai cette espèce de mini canon laser bizarre, touche critique ++, mais portée 18 pouces de mon possédé.
On se place Malo, on met le tout ça pour complexifier l'équation. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, certes, on peut splitter ses tirs n'importe comment, mais enfin, c'est compliqué à gérer. En fait, cette espèce de carnaval infernal, si vous avez du mal à les gérer, peut-être que votre adversaire aura du mal à la gérer aussi. Et on peut essayer de tirer profit de la confusion en fait, générée par ces squads bizarres, plus qu'autre chose. Et ça peut être, à ma foi, fort intéressant. Je ne sais pas si le prix à payer est trop important pour cette liste, on va dire, en termes d'auto-nerf, parce qu'on va quand même chercher dans 430 points. Est-ce que 3 armigères serait plus utile? C'est sûr que c'est plus simple à utiliser. Hein. Le truc a par exemple 2 canons, 2 autocanons, c'est tout. Ça ne bouge pas, ça tire tout droit, c'est tout ce que ça fait. Bon, c'est très bien. C'est très bien. Mais on en a déjà dans sa liste, déjà. On pourrait juste en avoir plus. Là, on a ce truc complètement délirant. Ça fait de la réserve quand même des sacs à PV. 32 PV, hein, plus l'inquisiteur qu'on a 4. On a 36 PV à balader comme ça sur la table, x2. Ça va faire peser dans la balance pour les contrôles d'objectifs, avec leur petit contrôle objectif 1, mais beaucoup de figurines. Ça peut faire la blague, qui sait, voilà, bon. Maintenant, on a fait le tour niveau modélisme, je pense, parce que j'ai fait qu'un petit, comme ça, un balayage rapide, on va dire, des différentes options qui s'offraient à nous. La vérité, c'est que ça se doit de correspondre à votre inspiration, et pour ça, personne n'est aussi bien placé que vous-même pour faire le point sur la question. Peut-être souhaiterez-vous davantage représenter cette cohorte au pied de vos chevaliers sous la forme d'une milice plus régulière, plutôt qu'un genre de procession comme ça, hétéroclite. Auquel cas, si je prends là par exemple la fiche, si je prends les petits soldats réguliers là, des cités de Sigmar, peut-être que la fiche technique des arbitrators avec bouclier, ou l'Imperial Navy, l'Imperial Navy, je crois qu'il y a un seul porteur de bouclier dans les squads, mais bon, peut-être que ce sera plus adapté pour vous. Ça fait toujours partie des alliés agents de l'Imperium, c'est jouable selon les mêmes règles, une unité par tranche de 1000 points, donc vous pouvez aller chercher ça si vous voulez cet aspect un peu plus régulier, on va dire, dans l'apparence de vos figurines. Il faudra juste penser à leur mettre un flingue ou un fusil, gentiment, à vos troupes de Sigmar. Mais, pour le reste, ça peut être un autre thème. Vous pouvez choisir un genre de truc encore plus déjanté, vraiment sauce Militia Frateris ou un truc comme ça, c'est-à-dire la milice vraiment improvisée, impromptue, que personne n'a formé, que personne n'a demandé, dont chaque membre n'est même pas conscient en fait qu'ensemble ils forment un tout, juste c'est comme ça, c'est juste une ribambelle de mecs qui se sont retrouvés là par un concours de circonstances, quoi. Vous êtes sur un monde féodal à la base, les gars, en fait. Hein. C'est un peu ça le délire, c'est-à-dire que pourquoi pas, si vous jouez sur votre propre monde, ça peut être juste des pécores, comme vous dites, ils ont entendu du bruit, ils sont sortis de chez eux, ils voient la grande foulée là, du chevalier, là. Le truc, ça fait trembler le sol à des kilomètres, c'est bruyant, c'est coloré, c'est vif, ils n'ont jamais vu de couleur aussi vive de leur vie auparavant, les gars qui sortent de leur taudis, là, et c'est parti. Ils suivent le truc, quoi, en fait, tout simplement. Peut-être que vous avez plus dans l'esprit, je sais pas moi, d'adopter un troupeau de jacouilles, on va dire, pour votre force de chevaliers impériaux. Déjà un petit peu en dehors du circuit de recrutement habituel, on n'est pas dans les cadets ou les benjamins des familles nobles, on n'est pas dans déjà ces rôles de second ordre, on est en dehors du circuit même de la noblesse, on est juste, on a pris toute cette fratrie là parce que, ils sont grossiers mais futés. Ils sont futés. Puis, s'agissant de mettre la main sur ce qui est précieux, sur les objectifs de la partie, se faufiler, se glisser, se planquer, se cacher, on peut toujours compter sur eux pour essayer de sauver leur peau et d'accomplir et de commettre un larcin. Pourquoi pas? Peut-être que ça correspond à votre truc. À ce moment-là, vous prenez une escouade de cultistes du chaos et puis, les anciens. Et puis, vous pouvez le rétro-ingénierer en cultistes impériaux assez facilement, quoi. Faut changer les têtes, enlever les quelques déformations et ma foi, ça passe crème. Donc voilà.
J'espère que ce thème aura su éventuellement susciter votre curiosité. Au moins, moi je dois avouer que depuis que j'ai vu ces illustrations, j'ai du mal à envisager le moindre déploiement de chevaliers impériaux sans systématiquement vouloir leur adjoindre des petits personnages, en fait, peu importe la nature, mais à leurs pieds, il faut que ça grouille un petit peu. Qu'on ait un truc... je sais pas, quelque chose, un petit truc en plus à se mettre sous la dent visuellement. Je pense que dans les commentaires, on manquera pas de me dire ouais, il suffit de les représenter sur leur socle, faire des mini-scénettes avec des genres de cultistes de la maison qui sont sur le socle. Alors, oui et non, j'ai envie de dire, bonne idée. Et en soi, socle scénique, très bien, bonne approche. Et puis voilà, ça fera de belles figurines sans doute. C'est vrai que j'ai un peu du mal à restreindre à l'espace juste de pile poil sous l'entrejambe du chevalier. Parce que même si les socles sont grands, pour les chevaliers, c'est ça, fondamentalement. C'est voilà, deux jambes comme ça, tac. Donc c'est toujours pile poil sous l'entrejambe. On va avoir 2, 3, 4, 5 gugus. J'ai plus tendance à voir visuellement la procession soit devant le chevalier, avec les pétales de rose, les machins, soit derrière. Vraiment. Pas tout à fait juste en dessous. Mais bon, ça peut quand même faire des socles sympas, ma foi. N'empêche que, ouais. Le jour où je bascule, moi, et j'ai envie de me faire du chevalier, je sais qu'il y aura il y aura de la piétaille un petit peu à côté, sous une forme ou sous une autre. Dernier point à aborder dans cette vidéo, eh bien, malheureusement, et heureusement aussi d'ailleurs, le reflet exact de ça, côté chaotique, serait théoriquement faisable et clairement à encourager, mais c'est pas aussi bien soutenu par l'ossature des règles actuelles, car on ne peut pas aller chercher une petite tranche de quelques points d'alliés côté Space Marines du chaos. On peut faire une liste Space Marines du chaos et avoir des chevaliers en alliés, mais là je pense que pour 2000 points on a le droit à jusqu'à 3 armigères et War Dogs plutôt pour le chaos là, et un gros chevalier. Ce qui est pas si mal déjà d'ailleurs, vous me direz, mais ça sera essentiellement une liste en fait composée de Space Marines du chaos ou de cultistes avec des chevaliers en alliés, et pas l'inverse. On peut pas avoir une liste de chevaliers avec quelques cultistes seulement, malheureusement. Et pourtant, c'était encouragé vraiment par les artworks non moins glorieux, dont celui que je vais vous montrer, car là où les chevaliers impériaux ont des sacristains, eh bien, les chevaliers du chaos ont des idolâtres. Et c'est plus ou moins exactement la même chose, quoi. Version chaotique, bien sûr, s'entend. Voilà. Si vous voulez jouer ça et que vous ne voulez pas résister à la tentation de jouer ces fameux idolâtres, la règle maison vraiment est votre ami, et à cet égard, je pense que vous n'aurez pas trop de mal à trouver un gentleman wargamer tout à fait disposé à jouer avec quelques entorses aux règles au nom du style et du fun, pour pouvoir jouer ça au pied de vos chevaliers, parce que c'est quand même diablement classe, on va pas se mentir. Ceci dit, si vous voulez combiner tout à la fois, c'est-à-dire les contraintes du côté orthodoxe niveau règles, par exemple d'un tournoi ou d'une association un peu comme ça, qui se cantonne où tous les membres se cantonnent aux règles officielles, reste la solution éventuellement, soit de faire tellement de cultistes que ça devient une armée de cultistes, bon, pourquoi pas, soit de jouer vos chevaliers du chaos en chevaliers impériaux. Ouais, il y a quelques concessions à faire, c'est sûr, on va pas se mentir, mais bon, c'est peut-être une option intéressante et qui vaut le coup pour rester dans les jalons des règles de base, mais avoir cette saveur en plus du côté visuel avec toute une cohorte déglinguée, complètement folle, au pied de vos chevaliers, même côté chaotique. Bon, et ben là-dessus, je vous dis bonne peinture, bon jeu, et à demain pour découvrir une autre liste comme ça et explorer cette idée ensemble. Ciao.